Friedrich Heinrich Karl Fritz Haarmann, appelé Fritz, est né à Hanovre, en Allemagne, le 25 octobre 1879. Il est le sixième et dernier enfant de Johanna et Olli Haarmann. Fritz est un enfant calme, timide, ayant peu d'amis. Dès son plus jeune âge, son comportement est efféminé et il évite les activités dites de garçon, jouant plutôt avec les poupées de ses sœurs et s'habillant même avec leurs vêtements. Il est passionné de tricot et de cuisine. Fritz est extrêmement proche de sa mère. Le père de l'enfant a épousé sa mère, en grande partie en raison de sa richesse et de la dot substantielle que leur mariage finirait par lui apporter. Ce dernier est connu pour être colérique et infidèle à sa femme. Bien qu'il soit un autoritaire qui a peu de temps pour ses enfants et un coureur de jupons notoire, l'homme reste marié à la mère de ses enfants jusqu'à la mort de cette dernière en avril 1901. En 1886, Fritz commence sa scolarité. Selon ses enseignants, il est un enfant pourri gâté et choyé qui est enclin à la rêverie. Bien que son comportement à l'école soit exemplaire, ses résultats sont inférieurs à la moyenne et le garçon redouble une année scolaire 2 fois. À une occasion, alors qu'il a environ 8 ans, Fritz est agressé par l'un de ses professeurs. Quelques années plus tard, il devient un jeune homme musclé et physiquement fort. Avec l'accord de ses parents, il termine sa scolarité en 1894. À sa sortie de l'école, il obtient brièvement un emploi d'apprenti serrurier. Puis, à 15 ans, il s'inscrit dans une école militaire. Sa formation militaire commence le 4 avril 1895. Dans un premier temps, l'homme est un soldat exemplaire. Cependant, après 5 mois de service, il commence à souffrir d'évanouissements périodiques qui, bien que décrits initialement par un professionnel de la santé comme étant des signes soudains de névrose et d'angoisse, seront ensuite diagnostiqués comme étant équivalents à l'épilepsie en octobre 1895. Le mois suivant, il quitte alors l'armée et retourne à Hanovre où il travaille brièvement dans une fabrique de cigares que son père a créée en 1888. À 16 ans, Fritz commet ses premières infractions sexuelles, qui impliquent toutes de jeunes garçons qu'il a tirés dans des zones isolées, telles que des caves, avant de les abuser sexuellement. Il est arrêté pour la première fois pour avoir commis des infractions de cette nature en juillet 1896. Suite à d'autres infractions, la division des affaires criminelles choisit de placer l'homme dans un établissement psychiatrique de la ville de Hildesheim en février 1897. Il est certifié par un psychiatre comme étant incurablement dérangé et inapte à subir son procès. Le psychiatre ordonne à Fritz d'être interné à l'établissement psychiatrique indéfiniment. Cependant, 7 mois après son internement, l'homme s'échappe de l'établissement psychiatrique avec l'aide de sa mère et il s'enfuit à Zurich, en Suisse. Il obtient un emploi comme bricoleur dans un chantier naval. L'homme reste à Zurich pendant 16 mois avant de retourner à Hanovre en avril 1899. Au début de l'année suivante, il séduit puis se fiance à une femme nommée Erna Lauert, qui est rapidement tombée enceinte. En octobre 1900, Fritz reçoit une notification pour effectuer son service militaire obligatoire. Il effectue ce service militaire obligatoire dans un autre régiment que son inscription à l'armée quelque temps auparavant. Durant son service, Fritz est un soldat exemplaire ainsi qu'un excellent tireur d'élite. L'homme se plaît énormément dans l'armée et plus tard, il décrira même cette période comme étant la plus heureuse de sa vie. Après s'être effondré lors d'un exercice avec son bataillon en octobre 1901, Fritz commence à souffrir à nouveau de vertige et il est alors hospitalisé pendant plus de 4 mois. Il est ensuite jugé inapte au service et au travail militaire, avant d'être démobilisé le 28 juillet 1902. Libéré de l'armée, sous conditions médicales, l'homme retourne vivre avec sa femme à Hanovre, puis il reprend brièvement son poste dans l'usine de cigares de son père. Cependant, il intente une action en justice contre ce dernier, citant qu'il est incapable de travailler
en raison des maux constatés par les militaires. Le père de Fritz se défend avec succès. Ainsi, la poursuite et les charges en son encontre sont abandonnées. L'année suivante, une violente bagarre entre les deux conduit le père de Fritz à engager des poursuites judiciaires contre son fils, invoquant des menaces de mort verbales et un chantage pour justifier le retour de son fils dans un établissement psychiatrique. Cependant, ces accusations sont abandonnées en raison d'un manque de preuves corroborantes. Néanmoins, le fils reçoit l'ordre d'entreprendre un examen psychiatrique en mai 1903. Cet examen conclut que Fritz n'est pas mentalement instable. Avec l'aide financière de son père, alors que les deux personnes se traînent en justice depuis maintenant plusieurs mois, Fritz et sa femme ouvrent une poissonnerie. La même année, sa femme demande le divorce après l'avoir accusé d'avoir une liaison avec un étudiant. La poissonnerie étant enregistrée à son nom, Erna ordonne simplement à son ex-mari de quitter les lieux. Après son divorce, l'homme vit principalement de vols, de cambriolages et d'escroqueries. Bien qu'il obtient occasionnellement un véritable emploi, il vole sans cesse ses collègues et ses clients. À partir de 1905, il purge plusieurs peines de prison pour des délits tels que le vol, le détournement de fonds et des voies de fait. Par conséquent, Fritz passe la majorité de son temps, entre 1905 et 1912, en prison. Fin 1913, l'homme est arrêté pour cambriolage. Une perquisition à son domicile a lieu et révèle un trésor de biens volés, le liant à plusieurs autres cambriolages. Ce dernier nie alors toute responsabilité, mais il est tout de même accusé et reconnu coupable de cambriolage et de fraude. Il est alors condamné à 5 ans d'emprisonnement. À sa sortie de prison, l'Allemagne se voit vaincue lors de la Première Guerre mondiale. Ceci impacte alors Fritz, qui est frappé par la pauvreté de la nation allemande. Grâce à ses efforts pour échanger et acheter des biens qu'il vole à la gare centrale de Hanovre, l'homme établit plusieurs contacts avec des criminels. De ce fait, il replonge immédiatement à la vie criminelle qu'il avait vécue avant son arrestation. En parallèle, afin de détourner l'attention de la police de lui-même et d'approcher plus facilement des jeunes hommes, Fritz commence à être informateur pour les forces de l'ordre. En 1919, il se voit patrouiller régulièrement à la gare de Hanovre et fournit à la police des informations relatives au vaste réseau criminel de la ville. C'est à partir de ce moment-là que Fritz commet des meurtres. La première victime connue de l'homme est un fugueur de 17 ans nommé Friedel Roth. Lorsque l'adolescent disparaît le 25 septembre 1918, ses amis déclarent à la police qu'il a été vu pour la dernière fois avec Fritz. Sous la pression de la famille du disparu, la police se voit obligée de faire une descente dans l'appartement du ravisseur. Ils y trouvent alors leur informateur en compagnie d'un garçon de 13 ans à moitié nu. De ce fait, Fritz est accusé à la fois d'agression sexuelle et de coups et blessures sur mineurs. Il est condamné à seulement 9 mois d'emprisonnement. En octobre 1919, il rencontre un jeune homme de 18 ans nommé Hans Grans, qui s'est enfui de chez lui, à Berlin, suite à une dispute avec son père. Hans dort dans la rue et autour de la gare de Hanovre pendant environ 2 semaines avant de rencontrer Fritz. Peu de temps après leur première rencontre, le criminel invite le jeune homme à emménager dans son appartement. Ainsi, Hans devient l'amant et le complice criminel de Fritz, bien qu'il soit hétérosexuel. Fritz purge enfin sa peine de 9 mois entre mars et décembre 1920. Rappelez-vous, il a été condamné en 1918 pour agression sexuelle ainsi que coups et blessures sur mineurs. À sa libération, il réussit à regagner la confiance de la police et redevient donc leur informateur. Grâce à des contacts criminels, Fritz et son complice prennent connaissance d'un appartement qui est vacant et qui est situé au rez-de-chaussée de 8 Neustrabe. L'appartement se trouve dans une vieille maison située le long de la rivière Leine. Lui et Hans y emménagent le 1er juillet 1921. Ceci devient alors le repère des deux assassins.
Le deuxième meurtre connu de Fritz a lieu le 12 février 1923. La victime est un jeune pianiste de 17 ans, nommé Fritz Franke, que le criminel rencontre à la gare centrale de Hanovre et invite à sa résidence afin de le présenter à Hans. Fritz attend que Hans quitte le domicile avant de tuer le pianiste. Cependant, Hans arrive à l'improviste à l'appartement et retrouve alors l'adolescent, nu et mort, allongé sur le lit de Fritz. 5 semaines après le meurtre de Frank, le 20 mars, le criminel rencontre un banlieusard de 17 ans nommé Wilhelm Schulz à la gare de Hanovre. Il le tue à son domicile, comme précédemment avec Frank. Ensuite, l'homme assassine 2 autres jeunes hommes, Roland Huck, 16 ans, qui a disparu le 23 mai, et Hans Sonnenfeld, 19 ans, qui a disparu, lui, le 31 mai. Le 9 juin 1923, Fritz se déménage dans un appartement mansardé d'une seule pièce, au 2 Rotrey. 2 semaines après avoir emménagé à cette adresse, le 25 juin, Ernst Ehrenberg, le fils de 13 ans du voisin de Fritz, disparaît alors qu'il faisait une course pour son père. Comme vous vous en doutez sûrement, Ernst a été tué par Fritz. 2 mois plus tard, le 24 août, Fritz commet un nouveau meurtre. La victime est un employé de bureau de 18 ans nommé Henrik Strub. Un mois plus tard, un jeune de 17 ans nommé Paul Broniewski est tué par Fritz. Le 30 septembre 1923, Fritz rencontre et assassine Richard Graf, 17 ans. Quelques semaines après, le meurtrier tue 2 autres victimes, Hermann Wolf, 15 ans, et Heinz Brickmann, 13 ans. Le 10 novembre 1923, un apprenti menuisier de 17 ans de la ville de Düsseldorf, nommé Adolf Anappel, disparaît à la gare de Hanovre. Un mois plus tard, le 6 décembre, Adolf Hennis, 19 ans, disparaît également. Les 2 jeunes hommes ont été tués par Fritz. En 1924, Ernst Spiker, 17 ans, est une nouvelle victime de Fritz. 10 jours plus tard, ce dernier tue un jeune homme de 20 ans, Heinrich Koch. Le mois suivant, Fritz est connu pour avoir tué 2 autres victimes, Willy Senger, 19 ans, et Hermann Spitschert, 16 ans. Après cela, Fritz a tué encore de nombreux jeunes hommes. Si j'énumère toutes les victimes, la vidéo durera beaucoup trop longtemps et cela deviendra lassant pour vous. Nous allons donc parler du dernier meurtre de Fritz. Il tue sa dernière victime, Eric De Vries, âgé de 17 ans, le 14 juin 1924. L'adolescent rencontre le criminel à la gare de Hanovre, comme à chaque fois. Cette gare est le lieu de rencontre de toutes ces victimes. Le corps démembré de Henrik est retrouvé quelques jours plus tard dans un lac situé près de l'entrée des jardins de Herrenhausen. Fritz a dû effectuer au total 4 voyages afin de transporter les restes démembrés de Eric dans le lac. Le 17 mai 1924, les premières découvertes des corps des victimes de Fritz se font, et cela dure jusqu'à fin juin. Les soupçons sont rapidement tournés sur Fritz Haarmann, qui est connu à la fois de la police et du département des enquêtes criminelles, comme étant un homosexuel qui a accumulé 15 condamnations antérieures pour diverses infractions, notamment la pédophilie et l'agression sexuelle. De plus, en tant qu'informateur de confiance de la police, il est connu pour fréquenter la gare centrale de Hanovre, lieu où pratiquement toutes ses victimes ont disparu. Le suspect est alors placé sous surveillance. Cependant, vu qu'il connaît de nombreux officiers de Hanovre, ce sont 2 jeunes policiers de Berlin qui sont chargés de surveiller l'homme. La surveillance de Fritz commence le 18 juin 1924. Dans la nuit du 22 juin, le criminel est vu par les 2 agents en train de rôder dans la gare centrale de Hanovre. Il est observé en train de se disputer avec un jeune de 15 ans nommé Karl Fromm, puis d'approcher la police et d'insister pour qu'il arrête le jeune accusé de voyager avec de faux documents. Lors de son arrestation, Karl informe la police du fait qu'il vit avec Fritz depuis 4 jours et qu'il a été violé à plusieurs reprises par l'homme. Fritz est donc arrêté le lendemain matin et accusé d'agression sexuelle. Après son arrestation, son appartement mansardé est fouillé.
le sol, les murs et la literie de l'appartement sont recouverts de sang. Le criminel se défend en disant qu'il possède un commerce illégal de viande de contrebande. Diverses connaissances et anciens voisins de Fritz sont longuement interrogés. De nombreux propriétaires et voisins des différentes adresses dans lesquelles Fritz a vécu depuis 1920 énumèrent aux détectives le nombre d'adolescents qu'ils ont observés visiter ces différentes adresses. De plus, certains révèlent avoir vu l'homme quitter sa propriété avec des sacs ou des paniers dissimulés très très tard le soir ou alors très très tôt le matin. Deux anciens propriétaires informent la police qu'au printemps 1924, ils ont discrètement suivi le criminel depuis son appartement et l'ont observé en train de jeter un lourd sac dans la rivière Leine. De nombreux vêtements et affaires trouvés dans l'appartement de Fritz sont soupçonnés d'être la propriété des jeunes disparus. Tous ont été confisqués et exposés au poste de police de Hanovre, où les parents des adolescents disparus de toute l'Allemagne sont invités à observer les articles. Au fil des jours, un nombre incalculable d'affaires est identifié par les membres de la famille comme ayant appartenu à leurs fils et frères. Fritz cherche une nouvelle fois à se défendre en disant qu'il a acquis la plupart de ses articles dans le cadre de son entreprise de commerce de vêtements usagés et que d'autres articles ont été laissés dans son appartement par des jeunes avec lesquels il se livrait à des activités sexuelles. C'est le 29 juin que l'affaire prend un tournant. Des vêtements, des bottes et des clés sont retrouvés rangés dans l'appartement du meurtrier. Ils sont identifiés comme appartenant à un jeune homme de 18 ans porté disparu, Robert Witzel. Le 20 mai dernier, son crâne a été retrouvé dans un jardin. Un ami de Robert identifie un policier vu en compagnie du jeune la veille de sa disparition comme étant Fritz. Confronté à ces preuves accablantes, ce dernier tente de se défendre en inventant une nouvelle fois une histoire peu probable. Cependant, face à des policiers insistants, l'homme cède et avoue avoir violé, tué et démembré de nombreux jeunes hommes dans ce qu'il décrit comme une passion sexuelle enragée. Selon lui, il n'a jamais eu l'intention d'assassiner l'une de ses victimes, mais il serait saisi d'une envie irrésistible de mordre dans leur pomme d'Adam pendant l'acte sexuel. Fritz confie aussi qu'il trouve l'acte de démembrement extrêmement désagréable. Il déclare avoir été malade pendant 8 jours après son premier meurtre. Néanmoins, il insiste sur le fait que sa passion au moment du meurtre est plus forte que l'horreur de la découpe et du hachage, qui suit inévitablement et prend généralement jusqu'à 2 jours pour se terminer. Pour se donner du courage afin de démembrer les corps de ses victimes, il se versait une tasse de café noir fort, puis plaçait le corps de sa victime sur le sol de son appartement et couvrait leur visage avec un chiffon. Puis, il enlevait les intestins qu'il plaçait dans un seau. Une serviette était ensuite placée à plusieurs reprises à l'intérieur de la cavité abdominale pour essuyer le sang. Il faisait ensuite 3 coupures entre les côtes et les épaules de la victime, puis saisissait les côtes et poussait jusqu'à ce que les os autour des épaules se brisent. Le cœur, les poumons et les reins de la victime étaient retirés, puis coupés en dés et placés dans le même seau qui contenait les intestins, avant que les jambes et les bras ne soient séparés du corps. Le meurtrier commençait alors à éplucher la chair des membres et du torse. Ce surplus de chair est par la suite jeté dans les toilettes ou généralement dans la rivière voisine. La dernière partie du corps des victimes à être démembrée était la tête. Après avoir coupé la tête du torse, il utilisait un petit couteau de cuisine pour enlever toute la chair du crâne qu'il enveloppait ensuite dans des chiffons et plaçait face contre terre sur un tas de paille. Il matraquait ensuite le crâne avec une hache jusqu'à ce qu'il se brise, permettant d'accéder au cerveau. Lorsqu'on lui demande combien de victimes il a tuées, Fritz affirme ceci: quelque chose entre 50 et 70. La police cependant ne réussit à relier l'homme qu'à la disparition de 27 jeunes. Fritz dit que certains de ces meurtres ont été commis sur l'insistance de Hans Grans, son complice, qui a été arrêté, lui, le 8 juillet et officiellement accusé de complicité de meurtre une semaine plus tard. Le 16 août 1924, Arman subit un examen psychologique dans une école de médecine.
le 25 septembre, il est jugé apte à un procès et retourne donc à Hanovre pour l'attendre. Le procès de Fritz Haarmann et de Hans Grans commence le 4 décembre 1924. Fritz est accusé du cas du meurtre de 27 jeunes hommes qui ont disparu entre septembre 1918 et juin 1924. Dans 14 de ces cas, il reconnaît sa culpabilité. Grans, quant à lui, plaide non coupable aux accusations de complicité de meurtre dans plusieurs des meurtres. Lorsqu'on demande à Fritz d'identifier les photographies de ses victimes, il répond qu'il n'en est pas capable car il ne se souvient d'aucun visage de ces dernières. De nombreuses pièces à conviction sont introduites au procès, dont 285 sections de la structure squelettique, en particulier des crânes et des fémurs, le seau dans lequel il stockait et transportait des restes humains, et le lit de camp largement taché de sang sur lequel il a tué de nombreuses victimes. Tout porte à croire que Fritz cuisinait la chair de ses victimes afin de les manger et de la faire manger à ses invités, et ainsi que de la vendre en faisant passer pour de la viande de moutons ou encore de porc. Le procès dure 2 semaines et 190 témoins au total sont appelés à la barre. Le 19 décembre 1924, Fritz est jugé sain d'esprit et responsable de ses actes. Il est reconnu coupable de 24 des 27 meurtres. Il est condamné à mort par décapitation. Il est acquitté de 3 meurtres car il nie les avoir commis. Après avoir entendu sa sentence, Fritz Haarmann se tient devant le tribunal et proclame ceci. J'accepte le verdict pleinement et librement. J'irai au bloc de décapitation avec joie et bonheur. Condamnez-moi à mort, je ne demande que justice. Je ne suis pas fou. Faites-le court, faites-le vite. Délivrez-moi de cette vie, qui est un tourment. Passez encore une nuit joyeuse dans ma cellule, avec du café, du fromage et des cigares, après quoi je maudirai mon père, et j'irai à mon exécution comme si c'était un mariage. Hans Grans, quant à lui, est reconnu coupable d'incitation au meurtre et est condamné à mort par décapitation pour l'affaire de Adolf Hahnapel. Il est condamné à une peine de 12 ans d'emprisonnement pour complicité de meurtre dans le cas de Fritz Witting. Fritz Haarmann ne fait pas appel de son verdict. Il dit même que s'il était libéré, il tuerait probablement à nouveau. Quant à Grans, lui, il fait appel de sa condamnation, mais cet appel est rejeté le 6 février 1925. Le 15 avril, à 6 heures du matin, Fritz Haarmann est décapité par guillotine dans l'enceinte de la prison de Hanovre. Après sa mort, une lettre déclarant l'innocence de Hans Grans est découverte dans sa cellule. Ceci reconduit alors Grans à recevoir un deuxième procès. Cette lettre est datée du 5 février 1925 et est adressée au père de Grans. Fritz affirme que Grans n'avait absolument aucune idée qu'il a tué. En outre, il affirme que bon nombre de ses accusations contre Grans, avant son procès, ont été obtenues sous contrainte extrême et qu'il a faussement accusé Grans d'avoir incité les meurtres de Hahnapel et Witzel comme moyen de vengeance. Hans Grans est rejugé en janvier 1926. Il est accusé d'avoir aidé et encouragé Fritz Haarmann dans les meurtres des victimes Adolf Hahnapel et Fritz Witting. Le 19 janvier, il est de nouveau reconnu coupable dans les 2 meurtres, mais il est condamné à 2 peines de 12 ans. Après avoir purgé cette peine, Hans Grans est interné dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Cette affaire est décrite comme étant le cas le plus révoltant de l'histoire criminelle allemande.